de parole. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Berka, la reconfiguration politique sera-t-elle possible? C'est notre grande interrogation. 10 ans après avoir été arrêté dans le bunker du palais présidentiel et 2 mois après avoir été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo a fait son grand retour en Côte d'Ivoire ce 17 juin 2021. C'était l'euphorie dans tout le pays. Ils étaient des millions qui l'attendaient à Abidjan comme l'enfant prodige. Eh bien, son peuple, et surtout le peuple ivoirien, s'est mobilisé massivement pour accueillir dignement, il faut le dire, son héros. Le grand combattant qui a triomphé du mal, le Woody de Mama, est de retour au pays et c'était une marée humaine dans les rues d'Abidjan et dans toutes les capitales africaines du jamais vu. De mémoire d'Africains, jamais retour au bercail n'a suscité autant d'émoi. Classe politique comme société civile, dirigeants comme citoyens lambda, personne n'a échappé à cet événement qui fera certainement date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en pleine quête d'une réconciliation et de l'Afrique qui voit là les choses changer. Mais pour mieux comprendre les choses, messieurs, commençons par regarder cette marée humaine, eh bien, messieurs, qui était accueillir son héros, qui était accueillir, il faut le dire, le Woody de Mama ce jeudi 17 juin de l'an de grâce 2021. Nadi est ici, donc Nadi qui est avec son médaille ici, et à la femme qui est ici. Donc chacun le dit, il va aller de son côté. Donc là il a chassé sinon il va faire suivre. Et donc depuis là-haut, c'est pas joué. Il faut également dire à nos téléspectateurs qu'accueillir Gbagbo n'a pas été de tout repos. Plusieurs ont souffert. On va écouter d'ailleurs quelques badauds qui étaient allés accueillir Laurent Gbagbo. Allez-y, dis ici, on ne partage pas pain sardine. Ça vient du cœur. Un patriote, c'est ça qu'elle a. C'est tout, voilà. C'est le cœur. Nous sommes des vrais garçons. Aujourd'hui, on est fatigué, le sang encore coulé. Écoute-moi, aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, on est là, même s'il veut nous tuer, nous avons 1000 cargos sur nous. Mais on est là pour le président Gbagbo. On va l'accueillir aussi à 15 ans. Ils auront fait que le rabatteur non est là-bas. Jadis, ici, là, on a menu. Allez-y, dis Respectez l'arrivée de Gbagbo. Ils sont en train de nous bombarder avec lacrymogène. Nous là, on marche les mains nues pour dire qu'il nous a respecté l'arrivée de Gbagbo. Je suis une guerrière abourée. Je suis une guerrière. Aujourd'hui, ça. On est fatigué, le sang encore coulé. Écoute-moi, aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, on est là, même s'il veut nous tuer, nous avons 1000 cargos sur nous. Mais on est là pour le président Gbagbo. On va l'accueillir aussi à 15 ans. Ils auront fait que le rabatteur non est là-bas. Jadis, ici, là, on a menu. Allez-y, dis ici, on ne partage pas pain sardine. Vous avez vu là les réactions des Ivoiriens et surtout les réactions des Africains. On va également prendre les premiers mots de Laurent Gbagbo qui déclare que lorsqu'il était du côté de Bruxelles,
chez lui, dans son habitat, eh bien, il se rendait compte qu'il était toujours entouré de Camerounais. À un moment donné, lui-même, il a cru finalement qu'il était Camerounais. Allez savoir, on l'écoute ensemble. Il y a des moments où on croyait que les peuples de l'humain, était mobilisé pour ma peau. Donc ce n'est pas un hasard si les Camerounais, les Camerounaises sont du tout étonnés. Et je ne suis pas du tout étonné. Merci, c'est clair. Merci. Et je suis arrivé ici, surtout avec les larmes aux yeux, que je n'étais pas là. Oui, Laurent Koudou-Gbagbo a les larmes aux yeux quand il prend, il faut le dire comme ça, donne ses premières impressions. Après, il faut le dire comme ça, son arrivée du côté d'Abidjan et surtout un peu partout sur le continent africain, c'était l'euphorie hier encore. On en parle encore dans les chaumières ce matin. C'était un jour historique. Eh bien, ce 17 juin de l'an de grâce 2021 restera à jamais gravé dans les mémoires d'hommes que quelqu'un avait été déporté, un Africain, un président avait été déporté et qu'il est rentré en héros. Et c'était des millions et des millions de personnes qui l'ont accueilli à sa descente d'avion jusqu'à chez lui hier tard, il faut le préciser également. Président Balakani, quelle est votre impression lorsque vous voyez toutes ces images qui nous viennent de toutes parts d'ailleurs? Il faut rappeler que tout ça, c'est après avoir bravé toutes les barrières manigances les plus honteuses que M. Ouattara et ses patrons français ont mis en œuvre pour empêcher le peuple de se mobiliser. Des cas qui ont été bloqués, des populations qui ont été tabassées, jusqu'à cette dame qui esquissait seulement un pas de danse. Un pas de danse dans la rue. Elle dansait seulement dans la rue, elle est interpellée par la police. C'est quelque chose d'emblématique. Je convoque ça de manière plus pour ça. Vous voyez un peu ce que ça signifie. Ça signifie, beaucoup de significations d'ailleurs. Le BIMA qui mobilisait les chars. La base la réalisation va faire passer d'ailleurs les images de ces chars. La base militaire française qui a bloqué. Mobiliser les chars. Je commencerai par maudire encore le BIMA. Nous maudissons le BIMA, cette base militaire française. Et nous déclarons que tous les accords qu'ils ont signés avec Ouattara pour avoir les titres fonciers, parce que M. Ouattara a donné les titres fonciers. Et désormais, d'après M. Ouattara, le BIMA est chez lui en Côte d'Ivoire, parce qu'il a les titres fonciers de l'espace. Nous déclarons ces titres fonciers nuls et sans effet. On déchire ça. Le BIMA doit partir de Côte d'Ivoire. Et ils partiront, comme tous
toutes les bases militaires qui sont installées en Afrique vont partir. Il faut que les Français le comprennent clair et net. Toutes les autorisations, les bradages fonciers que M. Ouattara, n'est-ce pas, a fait pour faire croire aux Français qu'ils sont chez eux, sont nuls et sans effet. On déchire ça. Voilà les Bima et surtout les chars. Je vous dis que les Français sortent les chars, ils sont... Maudit soit le secteur Bima, maudit soit la France. Donc mon cher gosse, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai eu à dire avant concernant le contenu et la signification de ce retour en rapport avec la réconciliation nationale. D'abord... Des personnes qui ont été tabassées d'ailleurs hier, vous voyez les images, il faudrait qu'on vous les montre. Il y a eu des détonations, des tirs, des détonations à l'aéroport. Oui. Des tirs. Et voilà, comme vous voyez d'ailleurs les tirs. Malgré ça, ils ont bravé ça à main nue. Des barricades et tout ce qui va avec. Des cas qu'on a bloqués dans l'arrière-pays pour que ça ne descende pas à Abidjan, on les a bloqués. Bloqués. Plus de 400 bus, hein, il faut le préciser. Bloqués. Hein. Voilà. Malgré tout ça, le président est là. Il a été accueilli dignement à la hauteur de son rang. Donc, mon cher gauche, je te dis d'abord, il faut régler certains comptes à des schémas qu'on est en train de mettre en place pour dénaturer certains enjeux. Quand vous écoutez le discours français, le discours de certains médias, certains discours qu'on véhicule, on vous dit, en matière de réconciliation, il y a deux camps. Oui. Vous savez lequel? On dit le camp Gbagbo, le camp Ouattara. Alors vous savez, du point de vue de l'émotion, comme d'habitude, on veut jouer là-dessus, vous dites que non, 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 le problème c'est Ouattara. Et que non, vraiment, l'Occident n'a rien à y voir, vraiment, ce n'est pas une affaire qui concerne, le problème c'est Ouattara. On va même l'arrêter, on va l'enquêter. Aucun Africain ne va verser une seule larme sur le sort de M. Ouattara. Aucun. Aucun. Il n'est même pas africain. Aucun. Mais, qu'on ne prenne pas pour des enfants. Et nous avons passé le temps à rappeler ici que Gbagbo n'est pas pour interlocuteur, M. Ouattara. On a dit qu'il n'était même pas capable de cirer sa chaussure. On l'a dit ici. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'un gang international coiffé par l'ONU, institution criminelle, dans laquelle vous avez l'Union européenne, vous avez la France, vous avez l'Angleterre, vous avez les Américains, vous avez l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions qui se sont drapées pendant longtemps du sceau de la sacralité. Et qui en réalité, n'est-ce pas, le masque est tombé et le monde entier voit leur structure ténébreuse. Voilà les gens qui ont détruit la Côte d'Ivoire. Mon cher gosse. Donc, l'enjeu de la réconciliation nationale commence par une clarification claire des enjeux. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire dans le mensonge. C'est-à-dire faire du bricolage pour dire que c'est une querelle de nègres et qu'ils vont s'asseoir, ils vont parler, après ils vont manger, ils vont danser, l'affaire est terminée. Monsieur Ngos, je l'ai déjà dit ici, c'est le procès du système mondial qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et l'histoire est déjà tranchée, le président est rentré. Pas de nature, l'histoire est déjà tranchée. La réconciliation en Côte d'Ivoire commence par le fait que, M. Ouattara a dégagé du pouvoir. Il met les créer à qui de droit. Claire. C'est pas ce que vous me suivez là. Je vous suis parfaitement. Je dis qu'il dégage, c'est un usurpateur, il dégage, il clique là. Et tout ça, ça clique là, il dégage d'abord. Et les Français plient bagage. Avec le bêtise de Bima et consorts, ils rentrent chez eux. Les Français ne sont pas des Ivoiriens, ils ne sont pas chez eux. Et tout ce qu'ils ont acquis sur Ouattara, qui les a vendus toute la Côte d'Ivoire encore. Ces gens déposent, ils rentrent chez eux. Avant qu'on commence à dire qu'on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, il dit, avant qu'on essaie de parler de machin en Côte d'Ivoire, si on évacue ces choses-là, eh bien les Ivoiriens n'auront que leurs yeux pour pleurer après. Ils n'auront leurs yeux que pour pleurer après. Ce n'est pas aujourd'hui, sur le continent africain, il y a des exemples de simulacres de réconciliation, fabriqués de toutes pièces, où c'est le bourreau
qui définit les termes de la réconciliation, ou c'est le bourreau qui définit les enjeux de la réconciliation, et il se cache derrière le rideau, on ne le voit pas, et les Noirs sont assis en train de discutailler et de fanfaronner. Il y a le cas de l'Afrique du Sud, et ce n'est pas le seul cas d'ailleurs. Et on voit ce que l'Afrique du Sud est devenue. Pourquoi je vais vous démontrer ici que pour moi, Gbagbo est de loin supérieur à Mandela. Avec tout le respect que j'ai pour Mandela, qui a passé 25 ans en prison, je vous ai dit Gbagbo est de loin supérieur à lui, 27 ans, pardon. Et je l'ai démontré. Oui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vous comprends parfaitement. Je fais le parallèle avec d'autres mises en scène qui ont commencé. Pour voir comment on est toujours en train de vouloir duper les Africains. D'abord, la première duperie qui est en train de se présenter, c'est la CPI qui veut se réhabiliter. Quand on nous dit, oui, parce que vous pouvez parler de la Côte d'Ivoire sans parler de la CPI. Quand on vous dit que non, notre honneur en juin va laver, la CPI a eu un honneur un jour, même dans sa conception. J'ai dit, la conception même, l'idée majeure qui est en mouvement dans ce qu'on appelle du Sud international, CPI, il y a quel honneur là-dedans? Il y a quel honneur là-dedans? Qui élabore, qui conçoit cette affaire? Les qui? Des gens qui ont conçu le projet de la CPI ont de l'honneur et peuvent produire quelque chose qui est de l'honneur. Ma position est claire depuis, je ne l'ai jamais changé. La CPI, c'est à dissoudre pur et simplement. Il faut dissoudre ça. Il n'y a pas de justice internationale. Pas ces gens-là. Ce n'est pas le bourreau qui doit créer les conditions de la justice. Alors que c'est lui qu'on doit juger. Pour l'idée de justice internationale, si un jour elle a du sens, ça commencera d'abord par poser la problématique des puissants, des puissances mondiales. Comment est-ce qu'on les juge? Et comment est-ce qu'on juge l'ONU? Qui juge l'ONU? On a posé d'ailleurs cette question la semaine dernière. L'idée de justice internationale commence par là. Justement. Ça commence par là. La théorie du droit international commence par là. Parce que le droit, c'est l'égalité. C'est l'égalité. Le droit, c'est que personne n'est au-dessus de la loi. Malheureusement, on a l'impression que ces institutions ne peuvent pas être jugées. Quand on parle de droit, le droit d'abord, première chose du droit, c'est de dissoudre la puissance. C'est de faire que la puissance soit soumise au droit d'abord. Il n'y a pas ça dans l'idée du justice international. On veut dire que non, il faut cesser arrêter l'impunité en regardant l'Afrique. En regardant l'Afrique. Deuxième manœuvre. Vous voyez quand les Allemands ont commencé leurs histoires là, pour dire que non, ils reconnaissent le génocide en Namibie, c'est où au Mozambique? Namibie. En Namibie, pardon, merci. Et que sont même prêts à indemniser. Mais les gens ont dansé. Vous avez dit quoi? Faites prudent. Quand les Namibiens ont osé dire que bon, nous-mêmes on va évaluer cette affaire, quelle est la réaction des Allemands? Que taisez-vous? Il y a un peu de réparation. Qui vous a dit de parler? Vous voyez ce genre de choses? Un criminel, un génocidaire, décide le type de réparation qu'il va faire par rapport à ça. Il décide quels sont les termes même pour solder le contentieux. Il dit même comment. Quand il dit même génocide là, c'est un mot. C'est lui qui met ce qu'il y a dedans. Oui. Et celui, il vous dit, taisez-vous. Prenez seulement ce que je vous dis et ce que je vous donne. Vous appelez ça repentance? Criminel. Ils ne changeront jamais. Criminel. Pareil pour ce que le Joe Biden veut faire aux États-Unis. Est-ce que vous savez que Joe Biden, je dis bien, Joe Biden, aujourd'hui, on ne sait pas qui il est. Personne ne sait qui il est exactement, Joe Biden. Il n'est pas en mesure de reconnaître un journaliste. Ses interviews sont arrangées 3 semaines avant. Il a même des trucs dans les oreilles pour lui dire que c'est tel, c'est tel. La question aussi dit que, je vous dis, il est complètement, c'est un fantôme. Mais ils ont le projet de dire que non, il faut qu'on verse des indemnisations et des réparations aux descendants les Afro-Américains, descendants d'esclaves. Toute cette flatterie qu'il y a dans le monde, toute cette mode maintenant qui est en train de se répandre dans le monde. C'est une hypocrisie. Où les gens veulent dire que non, on a fait du mal aux Noirs, on veut réparer. Méfions-nous. On a dit que si nous dormons, on ne va jamais. Elle dit c'est le dernier coup. Il veut seulement nous abattre. Il n'y a pas. Ce n'est pas à ces gens-là de fixer les termes d'une réparation. Ce n'est pas à ces gens de fixer les termes d'une justice concernant leurs crimes. Ce n'est pas à ces gens-là. C'est les Africains qui le feront. Ça se fera. On va le leur imposer. Et ils auraient dû comprendre ça et être d'une bonne foi. Mais comme ils peuvent faire, il est trop tard pour eux, eh bien ça s'imposera.
Ça va s'imposer à eux. Donc, de mon point de vue, quand on parle de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, moi, c'est en ces termes-là que je vois ça. Et je ne vais pas vous mentir, je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste. C'est-à-dire que, quand vous regardez la classe politique ivoirienne, en dehors du président Gbagbo, d'abord, toute la classe politique ivoirienne travaille contre le président Gbagbo. Tous, je dis que ne vous fiez pas aux hypocrisies là. C'est que les bédiers, tous ces gens-là font là. Tous. Chacun maintenant veut surfer sur la popularité du président. Chacun veut surfer. Mais tous ne partagent pas le projet du président Gbagbo. Il est le seul à croire à la Côte d'Ivoire. Il est le seul à être intransigeant sur les enjeux de la Côte d'Ivoire. Il est le seul à dire que je ne négocie pas la souveraineté de mon pays et son avenir. Le reste, je dis bien tous, y compris ses proches du FPI. C'est par décence que je teste certaines choses. Nous avons des dossiers suffisamment fournis, je dis même sur les plus proches. Et même ceux qui s'agit de là devant, là, maintenant, là. Je ne parle pas d'Afrine Nguessan. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Donc, comment un pays peut-il engager une véritable dynamique de réconciliation nationale quand la large majorité de sa classe politique est aussi corrompue, aussi antipatriote? Vous savez, moi, je vais vous dire, j'ai des confidences sur la situation. C'est que le Wodi, c'est qu'il disait de tous les hommes politiques qu'il a fabriqués, parlons comme ça, des gens qu'il a enrichis, de tous ces gens qu'il... Je vous dis, nous avons des confidences profondes. Il dit, mais c'est pas possible qu'il se soit comporté comme ça. Une trahison, vous ne pouvez pas imaginer. Et beaucoup de là maintenant sont devant. Hein. Ils parlent fort là, ils sont devant là, ils font du bruit. Ils ont abandonné le président. Vous ne pouvez pas, monsieur Ngout, engager. Et ils sont devant, ils parlent de réconciliation. Nous appelons les Ivoiriens à la vigilance. L'histoire est en marche. L'histoire va réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Pour l'instant, l'agent de l'histoire s'appelle Laurent Gbagbo. L'histoire va réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Mais pas la parodie qu'on nous a servi en Afrique du Sud et qui a détruit ce pays. Et il faut aujourd'hui dans l'Afrique du Sud un espace où les ennemis du continent jubilent, font tout leur plan tranquillement et tout ça est coiffé par les gens comme Cyril Ramaphosa et toute l'ancienne classe politique de l'ANC. Hormis quelques-uns. Hormis quelques-uns. Et pendant ce